This is a song that we wrote for truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him. Je sortais toujours de scène avant qu'il ne commence à jouer Asimbonanga. Donc j'étais dans les coulisses. Notre manager, Claude Six, est venu vers moi en courant. Il m'a dit « Mandisa, Mandy, tu dois monter sur scène avec Monsieur Mandela. » Quoi? Monsieur qui? Johnny ne voyait pas ce qui se passait parce qu'il jouait de la guitare et qu'il chantait. Et moi, j'avançais. La foule a fait « Waouh !» Il y avait environ 1500 personnes dans la salle. Je me suis dit, c'est incroyable. Ils connaissent ma chanson. C'est merveilleux. J'ai tourné la tête et j'ai vu Mandisa qui avançait sur scène avec Mandela. Ça a été un tel choc. C'était magique, de la magie pure. Ce soir-là, la chanson Asimbonanga rencontrait l'homme pour lequel elle avait été écrite. En tant qu'auteur, ça a été le point culminant de ma vie. Avec cette chanson, Johnny Clegg est devenu la voix des millions de Noirs d'Afrique du Sud. Et celle d'un homme qui luttait pour sa liberté. Les chansons qui font l'histoire sont rares. Asimbonanga en fait partie. 1,5 million d'albums vendus en ont fait un tube et ont été le point de départ de l'irrésistible ascension qui a propulsé Johnny Clegg au rang de star internationale. L'apartheid voulait séparer les Noirs des Blancs. Johnny Clegg a eu l'audace de les réunir en mélangeant anglais et zoulou, rythmes africains et rock. Plus qu'un musicien, Johnny Clegg a été un activiste culturel. Il a inventé un style de musique unique qui ne ressemble à aucun autre et il en a fait un art politique. Son histoire et celle de sa musique épousent l'histoire de l'Afrique du Sud et son long voyage vers la liberté. L'histoire de Johnny Clegg a été dès le départ une histoire de voyage et de mélange. Entre l'Afrique et l'Europe, entre le Sud et le Nord de l'Angleterre, là où tout commence le 7 juin 1953 à Bacup, une petite ville près de Manchester. Mais Johnny Clegg ne connaîtra rien de son pays natal, ni son climat pluvieux, ni ses banlieues industrieuses, ni même son père. 6 mois seulement après sa naissance, ses parents se séparent. Sa mère le ramène dans la ferme de ses parents au Zimbabwe, un pays voisin de l'Afrique du Sud. Entouré de ses grands-parents, Johnny grandit au milieu de la brousse qui devient son terrain de jeu. Je me souviens du berger qui sortait le bétail. J'en ai gardé un souvenir très fort. Nous étions sur le flanc d'une colline et
Il m'a dit, regarde, il y a des animaux là-bas. J'ai regardé, mais je ne voyais rien. Il m'a dit, si, là-bas, mais je ne les voyais toujours pas. Regarde au bout de mon doigt. Et mon regard a suivi son bras, et soudain, au bout de son doigt, j'ai vu une antilope. C'était comme si son doigt était magique. Et j'ai eu le sentiment que cet homme, cet Africain, avait un lien très fort avec la terre et avec le monde. Johnny a 7 ans. Il est sous le charme d'une nature sauvage qui rythme une vie simple. Une vie qu'il va devoir quitter. Il part vivre en Afrique du Sud avec sa mère, à Johannesburg. Johnny est bien trop jeune pour se rendre compte des réalités de son nouveau pays. Trop jeune pour comprendre ce qu'est l'apartheid, qui régit l'Afrique du Sud depuis plus de 10 ans. Apartheid, un mot étrange qui signifie développement séparé, ou plutôt racisme légalisé. Tout est décidé par l'État en fonction de la couleur de la peau. C'est dans ce pays schizophrène, fracturé, que Johnny Clegg devient adolescent. À 15 ans, il est en quête d'identité. Il a du mal à trouver sa place. Il lui manque une figure paternelle. Il n'a que sa mère et la musique. Ma mère travaillait pour une maison de disques, donc j'avais tous les nouveaux disques avant qu'ils ne sortent. Elle savait que j'aimais la musique folk. Bob Dylan, Pete Seeger, Woody Guthrie, tous ces musiciens qui écrivaient des chansons engagées. Il apprend à jouer des morceaux de folk irlandaise ou écossaise pour créer un lien avec son père qu'il ne connaît pas. À Johannesburg, la musique est partout. Un soir, au coin d'une rue, Johnny va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. La première fois que j'ai entendu de la musique zoulou dans la rue, ça a été une révélation. Une ouverture. Une fenêtre sur un autre monde dont j'ignorais l'existence. C'est grâce à cette musique que ma vie a commencé à changer. Ce monde, inconnu du jeune adolescent blanc, est celui des 11 millions de Noirs qui vivent parqués dans des réserves appelées Bantoustans. Ce sont les terres les plus pauvres. Les 3 millions de Blancs ont gardé tout le reste, en particulier les riches mines d'or et de diamants. Mais les Noirs ne vivent pas dans les réserves. Ils y meurent. Alors ils viennent s'entasser dans des ghettos, les townships et les hostels, qui entourent les villes blanches, où ils travaillent pour des salaires de misère. Nos pères sont venus travailler dans les mines. Les propriétaires blancs leur ont construit des cités dortoirs, des hostels. Et ils y sont restés. Ils cuisinaient là, ils mangeaient là, ils dormaient là. Ils y ont inventé leur propre culture. Et Johnny Clegg a sauté là-dedans. Il a sauté au milieu de cette culture. Johnny sympathise avec un guitariste de rue, Charlie Mzila. Avec lui, il va découvrir un univers invisible. Un monde interdit aux Blancs, celui des migrants zoulous. Il y avait une cour au milieu des bâtiments avec un endroit où ils pouvaient pratiquer leur danse traditionnelle. Et là, j'ai vu quelque chose qui était si puissant. Ils ont formé 2 ou 3 lignes et pendant qu'ils fredonnaient, ils dansaient.
J'ai regardé ça. J'étais fasciné, captivé. Et soudain, Johannesburg, la ville, les voitures, les vélos, les radios, tout a cessé d'exister. Tout ce qui comptait, c'était ces hommes qui exprimaient quelque chose de tellement fort. C'était plus important que tout. Et j'étais jaloux. J'ai su que c'était ce que je voulais faire, être capable de faire ça. Johnny Clegg adopte les Zoulous comme les Zoulous adoptent Johnny Clegg. À partir de ce moment, il passe tout son temps libre avec eux. Il apprend leur musique, leur chant, leur langue, leur tradition. Johnny s'entraîne sans relâche avec ses nouveaux amis, devenant l'un des meilleurs danseurs de son clan. Le week-end, il participe aux battles de danse, des compétitions durant lesquelles différents groupes de danseurs s'affrontent. Tous les Zoulous commencent à parler de ce jeune blanc qui danse et joue de la musique comme eux. La rumeur enfle. À Johannesburg, un de mes amis m'a parlé de ce jeune blanc qui voulait apprendre à jouer de la musique zoulou. Sipo n'y croyait pas. Alors son ami lui a dit qu'il savait exactement où je vivais, à Bellevue. Et un jour, Sipo m'attendait en face de chez moi. Quand Johnny m'a invité chez lui, c'était très bizarre. À cette époque, les règles étaient très dures. Alors quand je suis entré et qu'il m'a demandé de m'asseoir sur le canapé, j'ai refusé. J'ai dit non, je préfère m'asseoir par terre. Bref, on s'est assis dans la cuisine. J'ai joué une chanson, il a été impressionné. Il en a joué une, j'ai été impressionné. Et on est devenus amis. Sipo amène Johnny encore plus loin à la découverte de la culture zoulou. Mais dans l'Afrique du Sud des années 70, cette amitié pose problème. À cette époque, c'était extrêmement difficile de circuler d'un endroit à un autre. C'était très contrôlé. On risquait gros. J'étais toujours aux aguets, voir s'il y avait une voiture de police quand je m'approchais d'un hostel et que j'essayais d'y entrer en douce. C'était compliqué. J'étais toujours en alerte. Et j'avais toujours une histoire de prête. Pourquoi j'étais là, comment j'étais arrivé jusqu'ici. C'était très compliqué. Quand je voulais inviter Johnny à venir chez moi, là où je travaillais, les gens de l'hostel refusaient. On pouvait parler dehors, dans la rue, mais pas à l'intérieur. Il nous fallait un plan. La nuit, quand tout le monde dormait,
Johnny venait et je lui apprenais des petites choses. Parfois, ça se passait dans la rue, la nuit, parce que si un policier nous voyait, il nous aurait poursuivis. Il n'aimait pas qu'un noir et un blanc soient ensemble dans la rue. Johnny veut devenir un vrai Zoulou. Il rejette le monde des Blancs. Sa mère réussit malgré tout à le convaincre de poursuivre ses études. Il choisit l'anthropologie. Et bien sûr, il se spécialise dans la culture zoulou. Ma mère s'est seulement inquiétée l'année du bac, parce que j'avais perdu tous mes amis blancs. J'étais exclusivement dans le monde des Zoulous. Et nous nous sommes beaucoup disputés à cause de ça. Elle me disait, je suis en train de te perdre, tu n'es pas un Zoulou. Et je lui répondais, non, mais je suis un Africain. Et elle, oui, et moi aussi. Et je disais, oui, parce que tu vis en Afrique, mais moi, je suis un Africain. So, with Sipo, we were now Avec Sipo, developing songs nous and commencions à composer des chansons et des arrangements de guitare arrangements around Zulu avec comme base tradition. la musique traditionnelle zoulou. Composing. En 1976, le duo enregistre ses premiers singles. Il interprète des chansons zoulou de style Maskanda. Mais peu à peu, leur musique évolue. Il essayait de transformer la musique traditionnelle zoulou pour en faire une musique plus occidentale. Il mettait de l'anglais, moi je mettais du zoulou. C'était un mélange de cultures. Un peu étrange au départ, mais on s'y habituait. Puis nous avons écrit Waza Friday, qui est une chanson de travailleur. Elle dit « Vite, vite, vendredi, libère-moi, que je puisse quitter le travail. » kunzima kunomhlaba we baba nomsebenzi ubokile we baba nemali ayingeni awungathi lele vekile ngaphela. Ils étaient furieux et les radios ont refusé de jouer notre chanson. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est quoi ce mélange ?» Waza Friday connaît malgré tout un petit succès par le bouche à oreille. On l'écoute dans les chibines, les bars clandestins des quartiers noirs, mais pas ailleurs. En Afrique du Sud, même la musique n'échappe pas aux lois de l'apartheid. Elle doit avoir une couleur et être à sa place. L'apartheid avait des effets insidieux, pervers, dans la vie quotidienne des gens, qu'ils soient blancs, noirs ou métis. Ça créait une ambiance très particulière. Il décidait de où vous pouviez vivre, quelle école vous pouviez fréquenter, où vous pouviez travailler, quel genre d'emploi vous pouviez avoir. Tout dépendait de votre race. Quels moyens de transport vous pouviez utiliser, avec qui vous pouviez vous marier, avec qui vous pouviez avoir des relations sexuelles, avec qui vous pouviez être amis. C'était un système totalitaire qui faisait les choix pour vous. L'apartheid décide de tout, jusqu'à ce qu'un événement ne vienne tout bouleverser. Ce sera le point de départ d'une nouvelle page de la vie de Johnny et de l'histoire du pays. Tout commence le 16 juin 1976 à Soweto. Des lycéens et des étudiants protestent contre le système éducatif. C'est l'embrasement. Les morts se comptent par centaines. La communauté internationale se décide enfin à réagir en isolant l'Afrique du Sud. Embargo sur les armes et le pétrole,
puis boycott sportif et culturel. 1976 a été pour moi le début de la fin de l'apartheid. À cette époque, avec Sipo, nous faisions de la musique. Nous commencions à explorer l'idée de mélanger les langues, de mélanger les cultures, de mélanger les musiques. Nous essayons de trouver différentes façons de montrer l'image d'une Afrique du Sud unie, racialement et culturellement unie, où la culture de chacun pouvait contribuer à quelque chose de plus grand. Johnny rêve d'une nouvelle Afrique du Sud, débarrassée de l'apartheid. Et pour lui, la musique a un rôle à jouer. Il est très difficile, surtout dans notre pays, de séparer la musique de la politique. Mais le rôle de Johnny était très clair. Même s'il n'était peut-être pas directement un auteur de chansons politiques, l'environnement intellectuel dans lequel il a écrit sa musique en a fait un catalyseur de la prise de conscience politique. Johnny s'est retrouvé à une place où peu de musiciens blancs auraient voulu être. À l'époque, je travaillais pour une grande maison de disques. Et j'étais très attiré par la musique noire que j'avais découvert pendant mon enfance, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Nous avons eu une réunion à mon bureau et j'ai suggéré à Johnny et Sipo d'entrer en studio pour répéter avec d'autres musiciens. Je leur ai dit, voilà la salle de répétition, je ne veux pas savoir ce que vous faites pour le moment, asseyez-vous, apprenez à vous connaître, jouez de la musique, je viendrai à la fin de la journée pour voir comment ça se passe. Quand je suis revenu, j'ai été ébloui. Il y avait une telle fusion entre les mélodies celtiques de Johnny, la guitare zoulou, la basse et la batterie plutôt orientée jazz. Nous avons alors enregistré l'album Universal Man. Where my man carry the breath of the nation, bind it into the summer's winds. Where my man remember him to his enemies, recall to them their burning land. I remember taking Je me souviens d'avoir apporté l'album Universal Man à notre réunion de vente du vendredi, de l'avoir fait écouter aux vendeurs et de leur visage perplexe qui me disaient « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop noir pour les blancs, c'est trop blanc pour les noirs. Comment on va vendre ça ?» Et ça a été un flop. Ça n'a pas bien marché. Il s'est vendu à 4000 exemplaires. Mais Hilton nous a dit « Ne vous inquiétez pas. C'est tellement différent de ce qu'on entend d'habitude en Afrique du Sud. C'est pour ça que ça n'a pas bien marché. Mais 4000 Sud-Africains l'ont acheté. Ils vous ont donné une chance. Vous devez continuer. Ce que vous faites est absolument nécessaire pour le pays, mais aussi en tant qu'expérience musicale. Johnny et Sipo ne sont plus un duo, mais un groupe, Juluka. Ils engagent des musiciens qui viennent de différents univers, de la musique zoulou, du jazz, du rock. Eyes wide open in the back room, finger on the trigger, listening for any sound that will be
old car tires, and it's the sky up above that he loves. Take that, bullets for Bafasa. They want to gun him down. Take that, bullets for Bafasa. Now they searching the town. Take that, bullets for Bafasa. And the words got around. Take that, bullets for Bafasa. I was coming from a hard rock or rock. Je venais d'un milieu plutôt rock. Background. It was quite weird because c'était assez bizarre, parce que les gars jouaient une musique folk très simple, mais qui avait quand même un rythme. Je crois que c'est ça qui m'a décidé. C'est ce qui était excitant, le rythme, les rythmes africains. Johnny avait toujours une idée très précise sur le tempo. Il savait exactement ce qu'il voulait. Heureusement, il ne m'a jamais vraiment dit quoi jouer à la basse. J'inventais mes propres lignes de basse. J'ai eu de la chance. C'était toujours une recherche, une expérience créative. C'était très stimulant. Nous cherchions à trouver un croisement, un pont, un point de rencontre, une conversation dans la musique. Chaque album est une nouvelle expérience. Ubule Bemvelo, le second album, est entièrement en zoulou. Puis en 1981, avec African Litany, c'est le début du succès. L'album devient disque d'or en 3 mois. Je continuais à travailler comme anthropologue et Sipo comme jardinier. J'enseignais à plein temps, mais je jouais avec mon groupe le soir et le week-end. On était un groupe ambitieux, mais on s'est fait freiner dans notre élan. Environ 15% de nos concerts étaient arrêtés par la police. Parfois de manière très agressive, avec des gaz lacrymogènes et des chiens. D'autres fois, ils nous disaient plus poliment « Vous n'avez pas le droit de jouer ici. C'est un township pour les Noirs. Les Blancs doivent avoir un permis. Où est votre permis? Si vous n'avez pas de permis, partez immédiatement, sinon on vous arrête. » À cause de la situation politique, nous ne pouvions pas envisager d'être de véritables musiciens professionnels, à plein temps. Il a fallu attendre le 4e album, Scatterlings of Africa, est devenu un hit, dans le top 40 ou le top 50 en Angleterre. Et soudain, notre groupe a été reconnu en Afrique du Sud grâce au succès international. Entre 1983 et 1984, Juluka fait 2 tournées en dehors d'Afrique du Sud. Au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, en Scandinavie. Tout le monde est curieux de ce petit groupe inconnu. Juluka devient le groupe phare de la scène sud-africaine. Malgré la censure, son métissage et son son unique font bouger les lignes. On peut probablement considérer que dans la musique sud-africaine, il y a eu un avant et un après Juluka. L'exemple parfait, c'est le concert que nous avons donné à l'Ellis Park, à Johannesburg. C'était le stade de rugby, le bastion du sport afrikaner. C'était un concert où se sont produits 12 artistes noirs et 12 artistes blancs. Et le clou du spectacle a été Juluka. C'est probablement le plus grand nombre de personnes qui se sont retrouvées réunies en une seule fois à Ellis Park. 110 000 personnes. Tout le monde était là. Noirs, blancs, métis, indiens.
C'était une journée fantastique. Un souvenir que je n'oublierai jamais. Beaucoup de personnes ont dit, par la suite, que ce concert de Juluka, avec les 110 000 personnes qui y ont assisté, de toutes les origines, a été un moment fondateur, un moment décisif pour l'Afrique du Sud et pour les événements qui se sont produits ensuite. Juluka est en train de changer le paysage musical, culturel et politique en Afrique du Sud. Le groupe est aux portes du succès international. Johnny est ambitieux et il a de grands projets. Je me souviens encore très bien de cette discussion avec Johnny. C'était au bord de la rivière Tugela. Il m'a dit, on va partir en tournée à l'étranger, en Amérique. On va se faire de l'argent là-bas. On va se faire des millions. Je lui ai répondu, j'abandonne. Il était très contrarié. Mais je lui ai dit, écoute, je n'arrête pas parce que je ne veux plus être avec toi. Tu es toujours mon ami, mon frère. J'en ai marre, c'est tout. Je veux être chez moi. La musique m'a éloigné de mon rêve, de ce que je voulais faire. La décision de Sipho est difficile à accepter pour le groupe. Pour Johnny, c'est encore plus dur. 15 années de complicité musicale s'achèvent sur un rêve inabouti. Après quelques mois à attendre un retour de Sipho, il tourne définitivement la page Juluka. Mon producteur m'a dit, tu sais, c'est très difficile pour un artiste solo d'exister. Les maisons de disques préfèrent les groupes. Alors pourquoi tu ne montes pas un autre groupe? Donc j'ai formé un groupe et je l'ai appelé Savuka, ce qui signifie « nous nous sommes levés ». Le batteur Derek est venu dans un club de Santon où je jouais. Le soir suivant, il est revenu avec Johnny. Et pendant la pause, Johnny m'a dit « J'aimerais t'avoir dans mon groupe ». Johnny écrit de nouveaux morceaux pour Savuka. Les bases de sa musique sont toujours africaines, mais ses compositions sont maintenant beaucoup plus orientées vers la pop music. Il espère séduire le public dans une série de concerts au Market Theatre de Johannesburg. Il investit toutes ses économies. En cas d'échec, c'est la ruine. It's a great show going on at the Market Theatre tonight. I'd like to take that. Je me suis demandé dans quoi est-ce que je me suis embarqué. Franchement, j'étais là debout, avec ces vêtements bizarres, un pantalon blanc, avec des taches, comme si quelqu'un avait jeté de la peinture dessus. Une petite ceinture ici, des chevillères et des trucs zoulous à froufrou sur les bras. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je me suis dit. Ça a pris du temps.
J'ai dû trouver ma place dans ce nouveau groupe. Les concerts sont un succès. Savuka est lancé. Johnny Clegg prend un nouveau départ. La situation en Afrique du Sud, elle, se dégrade. Les effets du boycott pénalisent l'économie, aggravant les tensions. La population noire réclame la libération de son leader, Nelson Mandela, en prison depuis 24 ans déjà. Savuka était plus politisé parce que le groupe a débuté en 1986, au beau milieu de l'état d'urgence. Nous avons commencé au début de ce qui a été une guerre civile. Une guerre cachée, mais ça a été une vraie guerre civile. 2 ou 3 jeunes noirs avaient été abattus par l'armée dans le township d'Alexandra. Je vivais à moins d'1 kilomètre de là. Et ça m'avait beaucoup affecté. Je me suis demandé, qu'est-ce qui nous unit? Et la réponse était qu'il n'y avait plus rien qui nous liait les uns aux autres. Mais en y réfléchissant, il y avait tout de même une chose. Que nous soyons noirs, blancs, métis, indiens, qui que nous soyons, notre génération était la génération qui n'avait jamais vu Mandela. Asim Bonanga, on ne l'a jamais vu. C'est triste, mais nous étions unis par ça. Et puis j'avais cette mélodie. En tant que compositeur, vous avez des fragments de chansons qui fonctionnent mais qui ne vont nulle part. Alors vous les mettez dans un tiroir, vous les gardez, et quand vous en avez besoin, vous les ressortez. Un jour, je suis allé au studio et Johnny m'a dit « J'ai besoin de te jouer quelque chose ». Il s'est assis et m'a joué Asim Bonanga. C'était un moment incroyable, extrêmement émouvant. À l'époque, nous n'avions pas encore prévu d'enregistrer Savuka, mais j'avais mon propre studio. Alors, je lui ai dit, demain, nous allons enregistrer cette chanson. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire, de ce que ça allait donner, mais je savais que c'était trop important et qu'il fallait le faire. Mentionner le nom de Nelson Mandela était illégal. On ne pouvait même pas écrire une chanson sur Nelson Mandela. On ne pouvait pas enregistrer une chanson sur Nelson Mandela. On ne pouvait même pas représenter Nelson Mandela. Johnny a été le premier artiste sud-africain à écrire une chanson sur lui et à dire que le pays ne serait pas libre tant qu'il ne serait pas libéré.
Je me souviens que la maison de disques s'inquiétait de savoir si elle devait sortir la chanson. Mais on a insisté. J'en ai même parlé à EMI à Londres, et je leur ai dit qu'ils devaient la sortir en Afrique du Sud. Assim Bonanga est impensable dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. En ayant le courage de braver la censure, Johnny Clegg en fait plus qu'une chanson. Le titre sort sur le premier album de Savuka et il devient dans le monde entier l'hymne de la lutte anti-apartheid. Johnny Clegg est propulsé dans une autre dimension. Nos 2 premiers albums ont été classés numéro 1 et numéro 2 dans le top 10 en France. En même temps, dans le top 10 des singles, Assim Bonanga était numéro 1 et Scatterlings numéro 7. Nous avons vendu 1,3 million d'exemplaires du premier album. C'était fou. Le groupe organise une tournée en Europe. Les premiers concerts ont lieu en France. On a commencé à louer des salles avec les promoteurs locaux, des salles de 1500, 2000 personnes. Et les promoteurs locaux, ils nous rappelaient, ils disaient, là, il y a un petit souci, là, parce qu'on a tout vendu en 1 heure, là, un quart d'heure, et je pense qu'on peut faire 2 soirs. Alors on disait, OK, alors on reprenait les plannings, on disait, OK, on va faire 2 soirs là. Et ils nous rappelaient 3 jours après, ah ouais, mais on a mis la 2e date en vente, et pareil, on l'a vendu en 3 quarts d'heure, on pourrait faire 3 soirs. Et les plannings, à un moment, c'est plus possible de les bouger. On disait, ben non, au lieu de faire 2 fois des salles de 2000, faites une salle de 4000. Faites une salle de 5000. Faites une salle de 6000. C'est devenu complètement dingue. À Marseille, 25 000 personnes. Au Zénith, il y avait tellement de monde que beaucoup sont restés dehors. Mais le meilleur, c'était Lyon. 40 000 personnes. Michael Jackson devait jouer quelques jours plus tard. 12 000 personnes avaient réservé leur billet. Cela fait beaucoup de monde, 12 000 personnes. Mais il a annulé, parce que nous en avions 40 000. Désolé Michael, avec tout mon respect. Le succès a été immense en France, en Suisse, en Belgique et dans la partie ouest de l'Allemagne. Mais la tournée européenne, on a joué partout. Dans les années 80, l'Afrique du Sud est au centre de l'actualité. Partout, les mouvements anti-apartheid se mobilisent pour isoler le pays, avec comme arme principale le boycott. Malheureusement, en Angleterre, il y avait un mouvement qui s'appelle AAA, Artists Against Apartheid, qui était plus anti-apartheid que l'ANC. Ils nous ont dit, nous comprenons ce que vous faites, mais c'est très déstabilisant pour les gens quand ils voient se produire un groupe multiracial qui vient d'Afrique du Sud. Ça n'a pas de sens, parce que normalement, c'est interdit par l'apartheid. Le mouvement anti-apartheid anglais est partisan d'un boycott intégral. Il est l'un des seuls à défendre une ligne aussi radicale. En juin 1988, il organise un concert géant au stade de Wembley. Sting, Peter Gabriel, Stevie Wonder et une 60aine d'autres stars chantent pour demander la libération de Nelson Mandela. Johnny Clegg et Savuka ne sont pas invités. Ils ont été purement et
est simplement banni. Ce qui était incroyable, c'était invraisemblable. Partout, Johnny faisait des interviews, faisait la promo de son album, etc., etc. En Angleterre, c'était impossible de jouer. Il ne pouvait pas passer à la télé. Mais les règles ne sont pas les mêmes pour tous. En Afrique du Sud, des organisateurs de concerts offrent des ponts d'or à des artistes pour venir à Sun City, le Las Vegas sud-africain. Frank Sinatra, Ray Charles, les Beach Boys, Elton John, Queen et bien d'autres acceptent d'y jouer, malgré le boycott. C'était très ironique et complètement hypocrite. Les membres du syndicat des musiciens britanniques ont joué à Sun City. Et ils n'ont pas été sanctionnés comme je l'ai été. Certains d'entre eux ont été mis sur la liste noire des Nations Unies, mais ils se sont excusés et on a passé l'éponge. Puis ils sont revenus et ils ont recommencé. Donc, on tolérait qu'ils viennent jouer ici, mais nous ne pouvions pas nous produire là-bas. Ça a été un sale coup pour Johnny et pour sa carrière. Sans le tremplin anglais, peu d'artistes arrivent à exister au niveau mondial. Même si la promotion des disques de Savuka est freinée dans les pays anglo-saxons, ces difficultés n'empêchent pas Johnny de se produire dans le monde entier et de continuer à enregistrer des albums. J'étais en train d'enregistrer à Los Angeles quand j'ai reçu le coup de fil. Mon ami, mon frère, Doudou, notre danseur avait été assassiné durant les violences politiques. Sa mort m'a profondément affecté. Ça a été très difficile pour moi. C'était un merveilleux danseur. Quelque chose était cassé en moi, et dans le groupe aussi. D'être sur scène sans lui, j'avais l'impression d'avoir perdu un bras ou une jambe. Après l'assassinat de Doudou, malgré la tristesse, malgré la fatigue, Johnny continue, enchaînant les concerts, inlassablement. Il dédie une chanson à son ami disparu sur son album suivant, le 4e de Savuka. Ce sera le dernier aussi. Nelson Mandela est libéré en 1990. Et en 1994 se tiennent les premières élections multiraciales de l'histoire du pays. C'est la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud bascule dans une nouvelle ère. Psychologiquement, émotionnellement, politiquement, culturellement, socialement, le sentiment de libération du peuple sud-africain était tout simplement inimaginable. C'est dur d'expliquer ce que nous avons ressenti. C'était une libération. Je me suis dit, je suis fatigué. J'ai besoin de temps pour savourer ce qui s'est passé ici. En fait, j'ai senti que le projet Savuka, avec la mort de Doudou, avec la conquête de notre liberté,
Ce projet qui avait duré 8 ans avait servi son but. Il avait atteint ses objectifs. Savuka appartenait à cette période, à la période pré-démocratie. Après la fin de Savuka, Johnny Clegg a pris le temps de savourer cette liberté nouvelle, chèrement acquise. C'était courageux, très courageux, de la part de Johnny Clegg, de s'être impliqué là-dedans, d'avoir combattu l'apartheid avec sa musique. Très courageux. Pour ça, je le salue. Puis il s'est réinventé comme artiste et a continué sa carrière. Même si sa production a été moins prolifique, avec seulement 5 nouveaux albums en 25 ans, il a continué à explorer, à composer, à faire converser les musiques. Cette musique-là, on la retrouve nulle part ailleurs. Il est seul au monde à faire ce qu'il a fait. Et ça, chapeau, quoi. Et son public, fidèle, a continué à le suivre, partout autour du monde. J'ai vu mon père se produire dans le monde entier. J'ai vu différents publics, différentes cultures et différentes manières de comprendre le monde. Et cette capacité unique de la musique à communiquer des idées et à toucher les gens. Avoir pu faire partie de ça a été une formidable aventure. I've been living in an empty room, walking in someone else's shoes. Oh well, it's hard to find yourself. I've been waiting on another view. I've been holding out a light for you. Oh well, it's hard to even tell. Looking at the sky and I'm wondering